Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ici à Caen-Juers, au sein du 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Je voudrais remercier le colonel Demongex, le chef de corps du régiment qui nous accueille aujourd'hui, qui a organisé d'une main de maître cette journée. Merci infiniment mon colonel. J'ajoute à ces remerciements le colonel Delaprelle, qui avec toute l'équipe du CIRPATER et la DICODE, que je remercie également, a permis de monter cette journée avec, je crois, une prise en charge et une facilité logistique qu'il faut saluer. Donc merci infiniment à tous. Je parle sous le contrôle du colonel Demongex, mais vous êtes ici sur le plus grand camp d'entraînement d'Europe occidentale, avec 35 000 hectares. C'est une journée dédiée à l'arrivée du Jaguar au sein de l'armée de terre, qui est un équipement dont on va parler longuement tout au long de la journée. Un élément extrêmement important dans le renouvellement capacitaire de l'armée de terre. C'était important pour nous, d'une part, de vous montrer le Jaguar, mais peut-être aussi de venir, et là je m'adresse aux journalistes de la presse régionale et locale, de venir dans le Var, de venir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Var, vous le savez peut-être, est le département le plus militarisé en France. Il y a plus de 28 000 personnels militaires et civils. Si on regarde à l'échelle de la région PACA, nous avons 46 000 personnels militaires et civils du ministère des Armées qui travaillent dans la région. C'est donc la deuxième région la plus militaire de France, juste après la Bretagne. Ça représente 16% des effectifs du ministère des Armées qui sont dans la région PACA. Et donc, si vous prenez 1000 emplois dans cette région, 21 sont tenus par des personnels du ministère des Armées. Donc on mesure le poids social, économique du ministère des Armées, de ces personnels dans la vie locale et régionale, ici dans le Var et en région PACA. Alors, en quelques mots, nos principales implantations, nos principales unités dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au niveau de l'armée de terre, évidemment le camp de Caen-Juers, évidemment le 1er RCA, également le 3e régiment d'artillerie de marine, qui est localisé ici, sur ce camp de Caen-Juers. Vous trouvez à Marseille l'état-major de la 3e division, l'état-major de la zone terre sud. Vous trouverez, non loin de là, à Aubagne, le commandement de la Légion étrangère. Voilà, je ne cite pas tous les régiments implantés en région PACA, mais vous avez les principales emprises et centres de commandement de l'armée de terre. En termes, en ce qui concerne l'armée de l'air, pardon, il y a 3 bases importantes, Salon de Provence, Orange et Istres, qui accueillent des MRTT, donc avec une vocation nucléaire pour cette base aérienne d'Istres. Et puis la Marine nationale, évidemment, avec le premier port militaire de France, Toulon, 24 000 marins et civils du ministère des Armées, et également la base aéronavale de Hyères. Donc vraiment une emprise extrêmement forte du ministère des Armées dans cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne parle pas des nombreuses industries de défense qui travaillent à notre profit, mais elles sont très nombreuses. L'articulation de ces points presse, pour ceux qui n'en sont pas familiers, je vais d'abord donner quelques points d'actualité du ministère des Armées, ensuite je détaillerai l'agenda de Madame Parly pour la semaine prochaine, puis nous parlerons du cœur du sujet, qui est le Jaguar. Je ferai une très courte introduction sur le programme Scorpion, et je passerai la main à mes camarades de l'armée de terre, que je remercie d'être venus pour 2 d'entre eux depuis Paris, et également le lieutenant-colonel Bigot du 1er régiment de chasseurs d'Afrique, qui vous expliquera très concrètement comment se passe la perception des Jaguars ici, comment se passe la formation, la primo-formation des pilotes, des tireurs, des chefs de bord, des engins Jaguar. Voilà, alors, je commence par les points d'actualité. À tout seigneur, tout honneur, je commence par parler de livraison d'équipements pour l'armée de terre, avec de nouvelles livraisons des véhicules VT4. Un véhicule VT4, c'est un véhicule de commandement et de liaison léger, qui est polyvalent et qui permet d'avoir à son bord soit 5 soldats, soit 4 combattants équipés félins. Donc ce sont des 4x4 issus d'une gamme civile a priori, qui sont transformés et qui sont militarisés par Arcus, à Saint-Nazaire dans son usine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apporte comme modification à ces véhicules d'une gamme initialement commerciale? Eh bien, on renforce la capacité tout-terrain de ces véhicules, on leur adjoint des capacités radio, on leur adjoint un système d'information opérationnelle, on rajoute des dispositifs de protection des vitrages, et on rajoute des supports d'armes. Voilà. Ensuite, le soutien logistique de ces véhicules VT4 est assuré par Arcus toujours, mais sur son site de Fourchambault. Alors, nous serons dotés à terme de 4380 véhicules VT4, la quasi-entièreté est pour l'armée de terre, mais il y a aussi des livraisons pour la Marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, le service de l'énergie opérationnelle et le service interarmé des munitions. Nous avons aujourd'hui en dotation 3000 véhicules VT4,
en tout cas fin 2021, nous en avions 3000. Et ce que je vous annonce, c'est que nous en avons réceptionné 200 de plus, 2 lots de 100 véhicules VT4 en début d'année 2022 par la DGA. Et ces 200 nouveaux véhicules vont être déployés dans une quarantaine d'unités de l'armée de terre. L'objectif à terme, c'est donc d'en avoir 4380. Et cette année, en 2022, nous aurons 1200 véhicules qui seront livrés. Donc les 200 premiers l'ont été au mois de janvier. Sur le poids économique de ce marché, qui est un marché important pour notre base industrielle, c'est un marché de l'ordre de 940 millions d'euros, à la fois pour l'acquisition de ces quelques 4000 véhicules, et à la fois pour 15 années de soutien de ces véhicules VT4. Voilà, deuxième point d'actualité, vous savez qu'en ce moment même se déroule à Brest un sommet sur l'océan qui s'appelle One Ocean Summit, auquel le président de la République participera vendredi. Dans le cadre de ce sommet, la Marine nationale évidemment est impliquée, et ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'une initiative scientifique qui permet de mieux connaître, alors non pas les faux marins, mais la faune marine et notamment le plancton. On estime que dans la mer, dans 1 litre d'eau de mer, il y a entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Il y a entre 10 et 100 milliards d'organismes vivants dans chaque litre d'eau de mer, et il est important de comprendre la dynamique, l'évolution de cette microbiologie pour comprendre comment les océans régulent le climat. Et donc l'initiative dont je vous parle, c'est le fait qu'on va disposer à bord de nombreux de nos bâtiments de la Marine nationale des capteurs qui vont permettre de faire des mesures de plancton dans différents endroits du globe en fonction des missions des bâtiments de la Marine nationale. La Marine n'est pas la seule à participer à cette initiative, mais elle en est une contributrice importante. Et ce que vous pourrez voir si vous vous rendez à Brest entre aujourd'hui et la fin de semaine, c'est aller à bord du bâtiment de soutien d'assistance métropolitain Garonne qui présentera ce type de capteur qui est déployé à bord des bâtiments de la Marine nationale. Cette initiative, elle se fait aux côtés d'un institut scientifique de l'université Sorbonne Université qui s'appelle l'Institut de l'Océan et avec une association qui s'appelle Plancton Planète. Voilà, il est possible de s'inscrire gratuitement à cet événement sur la page With Event de l'événement qui s'appelle One Ocean Invisible Life. Troisième et dernier point d'actualité, je ne veux pas être trop long parce que ce qui vous importe c'est de voir le Jaguar et de parler à ceux qui l'opèrent. Je vous signale un concert de la musique de l'armée de l'air et de l'espace qui aura lieu le samedi 12 février sous le patronage du général d'armée aérienne 1000, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est un concert au profit de l'amicale de la musique de l'air et de la fondation des œuvres sociales de l'air qui vient en aide aux orphelins, aux familles de blessés, aux familles en difficulté du monde aéronautique. Voilà, sauf si vous avez des questions sur ces premiers points d'actualité, je vous propose de vous présenter rapidement l'agenda de la ministre pour la semaine prochaine. Alors la ministre est en ce moment même en Indonésie, comme vous le savez. Elle revient vendredi matin à Paris. Elle enchaînera avec une visioconférence avec les membres, ses homologues ministres des pays de Takuba, important dans le contexte de la situation au Sahel que vous connaissez. La semaine prochaine, elle prononcera un discours pour présenter la stratégie du ministère des Armées sur les fonds marins. Ce sera un discours qu'elle fera avec le chef d'état-major des armées. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'extension du domaine de la lutte. On a présenté une stratégie en matière cyber, une stratégie en matière spatiale, une stratégie en matière de lutte informatique d'influence. Là, on va parler fonds marins, qui sont des fonds et un espace important en termes de ressources, en termes de moyens de communication. Et donc, les enjeux stratégiques associés aux fonds marins et les moyens qu'on y déploie pour maîtriser ces fonds marins, ça sera l'objet des annonces de la ministre lundi prochain, sachant qu'un briefing sera organisé par le cabinet de la ministre d'ici la fin de semaine. Le lendemain, le mardi 15 février, elle signera un contrat dont le nom est CGLog. Alors le nom est un peu barbare, mais l'initiative qui sous-tend la signature de ce contrat s'appelle le plan Ambition Logement. C'est quelque chose de très important. Alors je comprends qu'on ne devienne pas journaliste dans le domaine de la défense pour s'occuper d'infrastructures et de logement, mais c'est vraiment extrêmement important pour la vie quotidienne de nos militaires, pour le moral de nos soldats, puisqu'il s'agit de rénover l'entièreté des logements du ministère des Armées. 8000 logements. Et d'en construire de nouveaux, d'en construire 3000, totalement neufs. Et il y aura aussi d'autres logements qu'on récupérera d'ailleurs qui permettront à terme d'avoir 15 000 logements, soit totalement neufs, soit totalement rénovés. Donc c'est un contrat de 2 milliards d'euros, c'est un contrat extrêmement conséquent qu'on passe à deux sociétés, une société qui s'appelle Eiffage, bien connue, et une société qui s'appelle Arcade VYV.
Voilà, je me permets d'insister, il y aura aussi un briefing du cabinet de la ministre en fin de semaine. C'est pas le système de combat aérien du futur, c'est pas les opérations au Sahel, mais pour le quotidien de nos soldats et de leurs familles, c'est vraiment extrêmement important. Et donc je me permets d'insister et de vous inviter à suivre ce briefing qui sera vendredi. Dans la foulée de la signature de ce contrat, la ministre participera aux questions d'actualité au gouvernement, au Sénat. Ensuite, elle sera en audition sur le Sahel à l'Assemblée nationale. C'est le pendant pour l'Assemblée nationale de l'audition qui a eu lieu hier au Sénat. Le mercredi 16 et le jeudi 17 février, elle participera à une réunion ministérielle OTAN. Et vendredi de la semaine prochaine, elle se verra remettre le rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Voilà qui conclut la présentation de l'agenda de Madame la Ministre pour la semaine prochaine. Auriez-vous des questions sur l'actualité du ministère? Oui, Monsieur Tanguy. Oui, bonjour, Jean-Marc Tanguy, indépendant. J'ai 3 questions qui ont trait à la campagne électorale. La première concerne la bulle de silence électorale. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle commencera exactement, parce qu'on entend plusieurs dates. En mars, certaines personnes disent qu'en fait, elle a commencé depuis déjà plusieurs mois. Donc, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez le dire? À partir de quand, en fait, le ministère et sa ministre devront interrompre leur flot de communication? C'est la première question. Deuxième question, Valérie Pécresse est passée sur le porte-avions Charles de Gaulle il y a de ça quelques jours. Or, ici même, enfin dans un point presse du ministère des Armées, la Marine nous avait dit péremptoirement qu'aucun journaliste, aucun VIP n'embarquerait à bord du Charles de Gaulle. Donc comment est-il possible que Valérie Pécresse ait pu embarquer sur un bateau sur lequel personne ne devait embarquer? Troisième question, on a appris que le chef d'état-major de l'armée de terre rencontrait Marine Le Pen. Manifestement, c'est un exercice qui est assez régulier avec les candidats. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment ces rencontres se font et pourquoi certains rencontrent beaucoup de politiques et d'autres pas du tout? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est une consigne du ministère? Merci. Merci Monsieur Tanguy. Sur la période de réserve, dans son acception la plus stricte, elle commence, sauf erreur de ma part, à la date du 20 mars. Dans les mois qui précèdent, il y a une période de pré-réserve électorale qui implique une communication peut-être un peu moins roborative que ce qui pourrait exister en période normale. Néanmoins, il est tout à fait possible de communiquer, et la preuve en est, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne me suis pas arrêté de communiquer dans les mois qui ont précédé. À partir du 20 mars, je vous repréciserai les règles précises, mais il n'est pas interdit de communiquer, il est interdit, n'est pas permis, de valoriser un bilan. Voilà, un bilan d'une équipe ministérielle en place. Pour autant, des éléments factuels d'actualité sont tout à fait communicables, et pour ma part, je ne compte pas m'arrêter de travailler à la date du 20 mars. C'était le sens de votre question. Je sais, mais je préfère le redire. Sur la présence de Madame Pécresse à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Moi, je peux redire ce que j'ai déjà dit. Il est tout à fait légitime qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse se rendre dans une unité d'une armée pour s'acculturer, s'accoutumer aux questions de défense, qui sont éminemment importantes quand on aspire à devenir président de la République et donc chef des armées. Et donc, Madame Pécresse a signé la charte de bonne conduite, je l'avais nommée ainsi, qui implique qu'il n'y ait pas de communication excessive des candidats lorsqu'ils font un déplacement dans nos forces, chose qu'elle a faite et chose qu'elle a respectée, et donc elle a fait un déplacement rapide à bord du porte-avions, ce qui était encore une fois été légitime. Pas de... Ouais. C'est pas moi qui ai dit ça, donc moi je suis comptable de ce que je dis et de ce que dit la ministre des Armées, donc pour ma part, je considère que Madame Pécresse était évidemment légitime à se rendre à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Sur le troisième point, alors moi je ne veux pas rentrer dans les cas particuliers de telle autorité avec tel candidat. Il est loisible aux candidats à l'élection présidentielle qui le souhaitent de se déplacer dans les forces armées. La règle coutumière que nous nous fixons, c'est qu'il y a une interaction entre un candidat et une armée, et quand j'entends une armée, c'est la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, au cours de la campagne. Donc si on a visité une fois un régiment de l'armée de terre, une base projetée, eh bien on ne le refera pas une deuxième fois. Donc voilà, une interaction est permise avec chacun des 3 milieux et chacune des 3 armées. Et la nature de l'interaction, eh bien ça peut être une visite, ça peut être une rencontre d'autorité. Voilà.
il n'y a pas deux poids, deux mesures, ces règles sont connues de tous et nous les appliquons avec la même rigueur intellectuelle. Autre question d'actualité, peut-être Monsieur Molinier au premier rang. Oui. Ah pardon, Monsieur Cabirol. Bonjour Michel Cabirol, la tribune, deux questions. Une question industrielle, puisqu'on est dans la région, le CNIM. Comment gère le ministère des Armées les déboires industriels de CNIM, qui est un fournisseur important pour la défense? Est-ce que vous allez encore intervenir pour préserver ce groupe ou vous accompagnez le démantèlement par appartement de ce groupe? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est qui a trait à l'agenda de Madame Parly. Quel est l'objectif de la visite de Madame Parly en Indonésie? Merci beaucoup. Merci Monsieur Cabirol. Je n'ai pas tous les détails du dossier concernant CNIM. Ce que je sais, c'est que CNIM a un certain nombre d'actifs stratégiques en matière de défense, que comme il est l'usage pour nos industries de défense, et notamment les plus sensibles, et CNIM en fait partie, il y a un œil tout particulier qui est porté par la ministre, par son équipe, par la Direction Générale de l'Armement sur l'avenir de la société, et que doit être préservé les actifs défense de la société CNIM, qui travaillent sur des projets tels que les ponts flottants motorisés au profit de l'armée de terre, qui travaillent au profit de la dissuasion nucléaire. Donc évidemment, ce sujet-là est suivi en particulier. Je n'ai pas les détails, pour être tout à fait honnête avec vous, Monsieur Cabirol, mais ce sujet-là est bien identifié, bien connu de nous, et nous faisons en sorte de pérenniser les compétences et les emplois associés aux activités défense de CNIM. Sur le déplacement de Madame la Ministre en Indonésie, écoutez, la France entretient avec l'Indonésie un dialogue approfondi en matière diplomatique, politique et industrielle, et j'aurais pas plus de commentaires à faire. Si on a des annonces particulières à faire, évidemment on les fera en temps et heure, mais ce n'est ni le temps ni l'heure. Bonjour, Jefferson des Sports pour Sud-Ouest. Je vais rebondir sur la question de Michel Cabirol. Je vais être plus précise que ce déplacement de Mme Parly est lié à un contrat Rafale en Indonésie. Et autre question, est-ce que vous nous confirmez que l'horizon de mi-février pour une décision sur l'avenir de Barkhane au Mali, comme ça a été annoncé, et qu'un nouveau cadre est à l'étude pour Barkhane? Merci. Merci Monsieur Desportes pour votre question. Je ne répondrai pas à la question sur l'Indonésie. J'ai donné la position du ministère juste avant. Sur la question du Sahel, bon, il ne vous aura pas échappé que la ministre entretient un dialogue étroit avec les chambres hautes et basses françaises. Audition à l'Assemblée nationale hier, audition au Sénat la semaine prochaine. La ministre est engagée aux côtés de M. Le Drian dans un dialogue avec ses homologues internationaux, que ce soit ses homologues sahéliens. Elle s'est rendue au Niger rencontrer le président Bazoum il y a quelques jours, et que ce soit avec les homologues européens ou d'autres alliés internationaux. L'état d'esprit de la France sur la question du Sahel, c'est de tracer une voie qui permette de continuer ce pourquoi nous sommes engagés au Sahel depuis 2013, c'est-à-dire éviter la constitution d'un sanctuaire terroriste, chose que nous avons réussi à faire au Sahel. Et cette voie à définir et à tracer, elle ne se décide pas de manière unilatérale, elle se construit, elle se concerte, elle se discute. Et je vous ai parlé de la visioconférence qu'elle aura avec ses homologues de Takuba vendredi. C'est une des pierres sur le chemin de la définition d'une stratégie française au Sahel. Voilà. Autre question, Monsieur Molinier. Bonjour, merci William Molinier, Europe 1. Il a été beaucoup question de la crise en Ukraine ces derniers jours. Première question, est-ce que l'armée française est prête à s'engager dans une guerre de haute intensité en coalition sur ce front de l'Est? Deuxième question, il a été annoncé l'envoi de troupes françaises en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. On parle, en tout cas c'est ce que j'ai lu, d'un contingent d'1 millier d'hommes. Est-ce que ce chiffre a été arrêté? Où en est-on sur ces discussions? Je vous remercie. Sur la Roumanie, le chiffre qui a été donné par la ministre des Armées, c'est quelques centaines de personnes que nous proposons, sous couvert de l'OTAN, de déployer en Roumanie au titre de la réassurance. La réassurance, c'est le fait de déployer dans des pays frontaliers ou proches de la Russie qui peuvent se sentir légitimement inquiétés
eu égard à leur géographie et à l'histoire que ces pays ont pu entretenir avec la Russie, des manœuvres que nous voyons de l'armée de russe à la frontière ukrainienne, des manœuvres que nous voyons avec la Biélorussie. Et donc c'est à ce titre que la France propose, et à ce stade rien n'a été décidé. J'ai là aussi cité une ministérielle OTAN la semaine prochaine, lors de laquelle ce sujet pourra être discuté. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision de prise, c'est une proposition qui est faite par la France d'assumer un rôle de nation cadre, d'assumer l'envoi de quelques centaines de soldats en Roumanie. Pour l'instant, il n'y a pas de décision arrêtée. Sur votre première question, je ne veux pas ne pas y répondre, mais nous n'en sommes pas là. Vous voyez les efforts diplomatiques extrêmement nombreux et conséquents que fait le président de la République en ce moment pour éviter une escalade des tensions. Et donc, voilà, ça ne me paraît pas utile de disserter sur un possible conflit de haute intensité. Voilà. L'objectif, c'est la désescalade et c'est trouver une voie diplomatique pour éviter un conflit. Bonjour, Anne Boer, Les Échos. Alors, est-ce qu'on peut être... Je vais reposer une question sur l'Indonésie. Non, mais j'en prendrai pas. Vous pouvez me la poser, mais j'en prendrai pas. Non, mais juste en termes de calendrier, elle est en Indonésie aujourd'hui et demain, seulement demain, voilà. Je vous l'ai dit, la ministre rentre vendredi matin, à 7h du matin, je crois, pour être précis. Donc, voilà. Bon. Et question sur le contrat que vous appelez CGLog. CGLog, oui. Qu'est-ce que veut dire CGLog? Et c'est la signature, elle se fait le 15 février, c'est ça? C'est ça, Madame Bauer. Alors franchement, je suis désolé, j'adore les acronymes d'habitude, mais celui-là, je l'ai plus en tête, donc je sais voilà. Mais justement, c'est parce que personne ne retenait le sens de cet acronyme que a été rebaptisée cette initiative Plan Ambition Logement, pour mieux comprendre ce dont nous parlons. Et voilà. Donc vous dites que c'est 8000 logements à rénover et 3000 à construire. In fine, il y aura 15 000 logements, soit rénovés, soit neufs. Sur ces 15 000, il y a 8 000 qui sont des logements actuels qu'on va rénover entièrement. Il y a 3 000 qui seront construits. Et il y a 3 000 autres qui existent déjà, qui ne sont pas dans le giron du ministère des Armées, mais qu'on va acquérir, si vous voulez. Voilà, donc au final, on aura bien de l'ordre de 15 000 logements. Et ça veut dire que c'est le total des logements? Non, c'est moins. De l'armée? Non. En fait, il faut distinguer ce qu'est le logement et ce qu'est l'hébergement. Ouais, quand vous êtes sur le camp de Cangeers, vous voyez des hébergements, ce sont, le colonel expliquerait ça mieux que moi, mais des chambres pour les militaires du rang, pour les sous-officiers qui logent sur base. Là, les logements dont je parle, c'est pour les militaires qui sont en ville, c'est pour leur famille. Et donc voilà, on distingue hébergement sur site, sur base et logement. Là, je vous parle du logement. Oui, à nouveau, Jean-Marc Tanguy. 3 questions. Alors, je sais que vous ne répondrez pas sur l'Indonésie, mais n'est-ce pas parce que finalement, c'est l'Indonésie qui a imposé le silence à la France? C'est-à-dire, l'Indonésie ne veut pas entendre prononcer le mot Rafale aujourd'hui. Première question. Deuxième question sur l'état de la menace russe. Donc, le colonel Yanni, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, nous fait chaque semaine un petit point sur les menaces russes à nos frontières, 2 groupes amphibies, un navire d'écoute électronique. Est-ce que depuis qu'il nous a fait ce dernier briefing, c'est-à-dire il y a une bonne semaine déjà, est-ce que les Russes sont venus marauder avec d'autres moyens, aériens, terrestres, maritimes, que sais-je, à nos frontières? Troisième question sur les Émirats Arabes Unis. Donc nous sommes déployés là-bas. Pour l'instant, la communication est quand même très fragmentaire. Est-ce que vous avez plus d'éléments sur le renforcement de la défense aérienne des Émirats Arabes Unis, à laquelle la France participe majoritairement? Merci. Sur le premier point, je ne vais pas répondre spécifiquement sur l'Indonésie, mais peut-être sur la façon dont les contrats export, parce que c'est de ça que vous parlez en creux, se montent. Ce qui compte, et je pense qu'on peut tous collectivement être embarqués dans cette histoire-là, c'est que la France gagne. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, pour que la France gagne, il y a des voies et moyens qui sont spécifiques à chaque dossier, à chaque affaire, à chaque contexte. Donc évidemment que ces questions-là sont discutées avec le partenaire et sont co-construite avec le partenaire, et que faire des choses de manière unilatérale quand on est la France, eh ben c'est rarement une bonne idée pour le succès. Donc c'est pas une question de se faire imposer quelque chose, c'est une question in fine de gagner. Voilà. Et donc on pratique la meilleure manière pour gagner, et voilà, ça fait un certain nombre de sujets d'armement dont on discute et dont on s'occupe très directement depuis 2017, et je pense qu'on s'en est occupé avec généralement un certain succès. Donc il y a un moment où il faut nous faire confiance, et
Et si je vous en parle pas aujourd'hui, je vous en parle pas aujourd'hui, et quand je pourrais vous donner plein de détails, vous savez que j'aime donner des détails, je le ferai. Pour l'instant, je peux pas. Sur l'état de la menace russe, sincèrement, je vous renvoie vers le MACOM. Voilà, je ne vais pas élaborer, ils ont tous les détails, donc je pense qu'ils pourront vous les donner. Et sur les Émirats Arabes Unis, j'ai pas non plus tous les détails. On a effectivement annoncé un renforcement de notre support avec les Émirats Arabes Unis, dont vous savez que nous sommes liés avec eux depuis des accords de défense en 2009, que nous avons une base navale à Mina Zayed, que nous avons la base aérienne d'Al-Dafra, que nous avons, je crois que c'est 7 Rafales qui sont stationnés à Al-Dafra, que nous avons évidemment un régiment de l'armée de terre qui est stationné là-bas, et donc c'est à ce titre-là, au titre de mesures de sécurité mutuelle finalement, que nous nous devons l'un l'autre, que nous apportons un concours aux Émirats qui sont la cible d'attaques de différents types de missiles balistiques notamment, d'attaques de drones de la part des Houthis, et donc c'est dans ce contexte-là que l'armée française prête un concours. Voilà. Defense Weekly. Une question par rapport à l'Ukraine. Si le choix du pouvoir exécutif en est fait, est-ce que l'armée de terre est prête à potentiellement faire donation de stocks de munitions complexes plus anciennes? Je pense notamment potentiellement à des missiles Milan ou le Javelin qui vient d'être retiré du service actif, dans le cadre d'un package d'assistance pour l'Ukraine. Merci. Il y a l'Ukraine est un partenaire. L'Ukraine est un pays avec lequel on travaille, donc il peut y avoir des flux d'armement entre la France et l'Ukraine. Ces flux d'armement, ils sont, comme tous les autres flux d'armement avec tous les autres partenaires, soumis à des contrôles précis, particuliers, qui sont établis à l'aune de critères diplomatiques, géopolitiques, militaires, industriels. Et donc c'est quand on a pondéré tous ces critères-là qu'il est décidé ou pas d'exporter un matériel d'armement, que ce soit un export tel qu'on l'entend classiquement ou que ce soit une cession. Donc voilà, moi je ne disserterai pas davantage sur le type de matériel qu'on pourrait exporter ou céder à l'Ukraine. Voilà. Bon, et puis après on va parler du Jaguar. Hein. Oui, pour moi c'était une question justement un peu dans ce sens. Je pense, si j'ai bien compris, que le matériel de l'armée de terre, tout confondu, avait été en gros renouvelé à 10% si on se met à fin 2021. Voilà, je voulais savoir si vous pouviez, ou si vous aviez prévu après, au-delà du Jaguar, de nous donner un petit point sur rénovation de l'armée, du matériel de l'armée de terre et LPM, si je puis dire. Bon, ça j'ai prévu de vous en parler juste après, donc je répondrai juste après. Oui, juste une question, mais pour l'armée de terre, elle serait très rapide. L'année 2022 a commencé par un féminicide. Une militaire femme qui a été tuée par un militaire homme. Manifestement, le militaire homme était défavorablement connu, y compris dans son propre régiment. Je crois qu'il s'était même battu avec des officiers quelques semaines auparavant, et manifestement, il n'y a aucune réaction. Je voulais savoir juste si vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Merci. Effectivement, féminicide évidemment dramatique, monsieur Tanguy, on en est tous convaincus, et on ne pouvait être que très attristé en tant que membre de l'armée de terre de voir que ce féminicide ait concerné une femme de l'armée de terre. Pour autant, vous le savez, il s'est passé dans un cadre privé, c'était pas dans le cadre d'une enceinte militaire, hors des horaires de service, et donc il y a eu une enquête en cours, et l'enquête en cours concerne un autre personnel qui a aussi effectué ce drame dans un contexte privé. Et donc le passé de ce militaire, il est traité au niveau disciplinaire quand la bêtise arrive dans le cadre militaire. Quand ça arrive dans un cadre privé, il y a une enquête judiciaire en cours. S'il s'est battu avec 3 officiers, il a été puni. Ou il sera puni. Bah, je vous invite à venir me voir, à ce moment-là on en reparlera. Mais si vous laissez entendre que quand il y a une bêtise dans l'armée de terre, de quelque gravité que ce soit, elle n'est pas sanctionnée, vous vous trompez.
Ok. Bon. Juste une dernière question, Pascal Samama, BFM Business. Au sujet du planeur hypersonique, il devait y avoir des essais fin 2021. J'en ai pas entendu parler, j'ai peut-être raté quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous donner des infos? Non, j'ai pas d'infos fraîches. On vous fera un briefing ad hoc, monsieur Samama, hein, sur ces essais. Ok, on passe au Jaguar et à la journée à Conjuers. Alors, bon, le Jaguar, engin blindé de reconnaissance et de combat, ça vous sera présenté très en détail. Ça s'inscrit effectivement dans un mouvement qui est beaucoup plus large, de renouvellement profond des capacités de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, on vous parle plutôt du haut du spectre avec le Jaguar. Il y a eu aussi tout un effort de fait, je commence par là mais j'y serai pas très long, sur les petits équipements. Ce qu'on appelle les équipements à hauteur d'homme. Alors, j'avais posté sur mes réseaux sociaux, mais du coup, je peux vous les commenter. Il y a eu tout un tas de renouvellement de petits équipements qui sont le quotidien du soldat. Les HK416, on en a distribué plus de 34 000 sur une cible de 93 000. Donc aujourd'hui, 33% de l'armée de terre est équipée en HK416. Les gilets pare-balles, on en a distribué 23 000. Donc je parle des SMB, des structures modulaires balistiques, les gilets pare-balles de nouvelle génération. 73% des forces terrestres équipées. Les couteaux de combat, on en a distribué 105 000 sur la cible de 110 000. Donc c'est 91% de l'armée de terre qui est équipée. Les nouveaux casques, les casques F3, on en a distribué 21 000 sur une cible de 25 000. Donc 85% ont été distribués. Tenues de sport, vous avez peut-être vu certains militaires faire leur footing ce matin, 100% de l'armée de terre est équipée. 115 000 tenues ont été distribuées. Les gants de combat, on en a distribué 110 000, 96% équipés. Et les treillis F3, 100% des régiments félins, 100% des militaires en OPEX sont équipés de ces treillis, notamment mieux inifugés, c'est-à-dire qu'ils tiennent la flamme 8 secondes contre, je crois, 3 ou 4 secondes précédemment. Voilà, donc ça c'est sur le segment des petits équipements. Bon. Quand on va un peu plus haut dans le spectre, j'ai pas cité les jumelles. En 2021, on a livré 1800 jumelles de vision nocturne Onyx. Voilà. Donc on est engagé depuis plusieurs années dans le programme Scorpion qui vise notamment à améliorer la protection, la mobilité du segment médian de l'armée de terre. Donc concrètement, ça se traduit par des nouveaux véhicules blindés, le Griffon, que vous connaissez, qui a commencé à arriver dans nos forces en 2019, le Jaguar, donc, qui a été livré formellement fin 2021 pour les 20 premiers exemplaires, qui est en phase actuellement de perception et d'opération de formation grâce au premier RCA en ce moment même, et à la fin de l'année, donc fin 2022, on devrait avoir les premiers exemplaires du Serval, qui est aussi un véhicule blindé multirôle comme le Griffon, mais sur un segment un tout petit peu plus léger. Donc voilà, il y a un certain nombre de nouveaux blindés qui arrivent. Ces nouveaux blindés, parce qu'on croit fondamentalement que le combat de demain c'est un combat collaboratif, on a besoin de les connecter entre eux, et donc on déploie à bord de chacun de ces blindés un système d'information qui s'appelle le SICS, S-I-C-S, qui est le système d'information du combat Scorpion. Et donc ça fournit au groupement tactique interarmes des capacités de commandement. Voilà. Et la vision tactique d'un blindé peut être distribuée sur les autres blindés, sur des véhicules de commandement, et donc on démultiplie, si vous voulez, nos senseurs et notre appréciation tactique d'une situation. Voilà. Et en su des nouveaux blindés et du système d'information SICS, on rénove des chars Leclerc. On a 200 chars Leclerc qui seront rénovés. Alors, quelques chiffres globaux avant de parler du Jaguar en tant que tel. On se fixe l'horizon 2025, qui est l'horizon de la loi de programmation militaire. On aura, en termes d'ambition capacitaire, de capacité dans l'armée de terre, 200 chars de combat Leclerc, dont 80 auront été rénovés. On aura 250 blindés médians, des Jaguars, donc 135 Jaguars en 2025, et toujours des AMX 10RC, on sera toujours en phase de BISO. En termes de véhicules blindés, modulaires et de combat, donc je parle là des VAB, des VBCI, des Griffons, des Serval, donc les VBMR légers, on aura 3300 véhicules. On aura 147 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, dont 67 Tigres. On aura 115 hélicoptères de manœuvre, 70 NH et 8 Caracal, et quelques autres. 109 canons de 155, dont 76 canons César. 13 LRU, lance-roquettes unitaires, 20 drones tactiques et 200 mini-drones. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ce propos, c'est qu'en 2025, la moitié du segment médian de l'armée de terre aura été livrée. Bon, aujourd'hui on parle du Jaguar. Le Jaguar, il est là pour remplacer les véhicules de l'avant blindé dotés des missiles HOT,
les AMX-10RC et les ERC SAG. Voilà. Donc ces 3 gammes d'engins blindés seront remplacés à terme par le Jaguar. Le Jaguar, il a été commandé en avril 2017 par la DGA, un groupement d'entreprises constitué de Nexter, d'Arcus et de Thales. On a commandé en 2017 20 premiers engins, donc ce sont ceux qui ont été livrés à la DGA en fin d'année et qui sont désormais au premier RCA. On en a commandé 42 autres pas en avril, excusez-moi, en septembre 2020. Donc à la date où on se parle, il y en a 62 qui ont effectivement été commandés. Et le deuxième batch de 42, il sera livré dans nos forces entre 2022 et 2023. Je vous ai donné le point de passage en 2025, 135 véhicules, enfin 135 blindés Jaguar, et à l'horizon 2030, je ne vais pas vous donner le mois précis, mais c'est l'horizon 2030, on aura 300 Jaguars au sein de l'armée de terre. Ce programme Scorpion, on le co-construit, on en fait bénéficier un partenaire important pour l'armée de terre, et important pour nous, qui est la Belgique, dans le cadre du projet de coopération CAMO. Et donc la composante terre belge, elle sera équipée de matériel identique au matériel français, en l'espèce 382 Griffons et 60 Jaguars. Ces 382 Griffons, ces 60 Jaguars, ils seront livrés à l'armée belge entre 2025 et 2031. Voilà. Je m'arrête là parce que les hommes de l'art sont dans la place. Monsieur Cabirol. Entre 2025 et 2031. Voilà, entre 25 et 31. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, je pense que je peux donner vos noms, messieurs, le colonel Sando, qui est l'officier de programme Scorpion, au bureau programme de l'armée de terre, de l'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Da Silva, qui est l'officier de programme Jaguar et qui travaille à la STAT, et le lieutenant-colonel Bigot, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le chef du centre de formation et de perception interarmée du premier RCA. Messieurs, je vous cède la parole, et mesdames et messieurs les journalistes, je vous invite à leur poser toutes les questions que vous souhaitez sur le Jaguar. Bon, bonjour à tous, je suis le colonel Sando, je suis l'officier de programme Scorpion au sein de l'état-major de l'armée de terre. Donc je suis chargé de suivre le développement du programme Scorpion en liaison avec la DGA et les industriels, mais également de coordonner la transformation Scorpion de l'armée de terre. Donc, je vais vous présenter rapidement les enjeux et les finalités opérationnelles du programme Scorpion, avant de vous expliquer ce qu'apporte concrètement le Jaguar pour le combat collaboratif, et puis vous expliquer un petit peu comment l'armée de terre s'est mise en ordre de marche pour conduire sa transformation Scorpion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir une courte vidéo. Bien, donc comme l'a dit monsieur le porte-parole, merci. Le programme Scorpion, c'est une opération d'ensemble qui est structurante pour l'armée de terre et qui va renouveler les capacités médianes et légères d'une partie des blindés en service dans l'armée de terre, avec comme point particulièrement important le développement du combat collaboratif. Les objectifs qu'on se fixe à court terme, c'est d'avoir une brigade interarmes scorpionisée, donc équipée de véhicules Scorpion, qui soient projetables à l'horizon de fin 2023. Et puis le deuxième objectif, ce sera d'avoir 2 brigades interarmées qui seront projetables fin 2025. Donc pour les matériels, le programme Scorpion s'articule sur 4 axes, que vous pouvez voir sur la slide. Le premier, donc, c'est bien renouveler le corps de combat, avec notamment le Jaguar, on va en reparler tout à l'heure. Le deuxième, c'est d'intégrer une démarche incrémentale qui va faire rentrer les gains de l'innovation au fur et à mesure du programme. Donc c'est bien important pour le programme Scorpion, c'est bien une démarche incrémentale, où on va rentrer du besoin au fur et à mesure en fonction des évolutions et des technologies qui apparaissent et qui ont la maturité suffisante. Par exemple la robotique qui a été introduite au cours du premier incrément de Scorpion. Renouveler également les véhicules d'appui et de reconnaissance. Et enfin intégrer les véhicules qui sont non Scorpion
au combat aéroterrestre et au combat collaboratif Scorpion, comme le VBCI et également le char Leclerc. Alors pour ce qui concerne le combat collaboratif infovalorisé, qui est bien le cœur du combat Scorpion, l'ambition est d'effectuer une mise en réseau de tous les capteurs et les effecteurs au sein de la bulle aéroterrestre et de développer une véritable liaison de données tactiques terrestres, à l'instar de ce qui se fait dans les milieux maritimes et aériens. Donc elle permettra de disposer d'une meilleure connaissance de la situation tactique de référence et d'accélérer la prise de décision, et ça on le constate de façon très forte depuis que le couple Griffon-Sikes est en opération. Mais également de suggérer et d'automatiser des réactions via les algorithmes du combat collaboratif qui sont en cours de développement et en cours d'évaluation. Voilà, l'infovalorisation concernera donc tous les échelons tactiques, s'appuyant principalement sur les capacités du SICES, le système d'information du combat Scorpion, et en liaison directe avec les forces. Slide suivante, merci. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, le Jaguar, c'est un véhicule qui est adapté évidemment au combat moderne. Le Jaguar, c'est un engin blindé de reconnaissance et de combat qui sera en mesure de conduire des missions de cavalerie légère et adapté au combat de rencontre grâce à sa forte polyvalence. Il peut ainsi évoluer sur de nombreux terrains, que ce soit en milieu urbain ou en milieu montagneux. Ces nouvelles capacités qui seront détaillées ultérieurement, soit sur les ateliers ou par les interlocuteurs futurs, permettront d'optimiser le combat collaboratif grâce à la diversité de ses effets d'agression, que ce soit dans le domaine du tir direct, avec son canon de 40 mm à munitions télescopées, qui sera capable de tirer en rafale, ce qui est quelque chose de nouveau, mais également dans le domaine du tir indirect, avec les missiles moyenne portée, le MMP. Donc résolument ancré dans le compendium de simulation de l'armée de terre, bénéficiera de moyens modernes et novateurs, matérialisés par des cabines de simulation qui sont spécifiques, et la capacité de simuler un environnement de combat directement au sein de sa tourelle, ce qui lui permettra de rentrer en réseau avec d'autres blindés Scorpion. Voilà, donc cette capacité-là, elle sera particulièrement importante, puisqu'elle permettra notamment aux forces qui seront en opération de continuer à s'entraîner sur des missions qui sont différentes de celles qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, équipé du système d'information SICES et des éléments communs de la gamme, à la gamme des véhicules Scorpion, le Jaguar sera ainsi un maillon essentiel du combat collaboratif. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, afin de réaliser la transformation de ces régiments des brigades légères et médianes, donc l'armée de terre est évidemment en ordre de marche depuis plusieurs années, afin de répondre à un défi qui est d'importance, qui est celui de ne pas créer de rupture capacitaire, tout en montant en puissance sur les nouveaux matériels, avec pour objectif à court terme d'être en capacité de projeter, donc j'ai dit tout à l'heure, une brigade interarmes scorpionisée, avec une composante sur Jaguar fin 2023. Cette transformation, elle est opérante depuis 2019 avec l'arrivée des premiers Griffons, fin 2019, et elle s'étendra jusqu'à l'horizon fin des années 2020, vers 2030. À moyen terme, concernant le Jaguar, il s'agit donc de transformer 7 régiments entre 2022 et 2026. Afin de conserver un équilibre opérationnel pendant cette transformation, il a été décidé que chaque régiment transformerait ses 2 premiers escadrons à la suite, puis 2 à 3 ans après, les 2 derniers escadrons. Voilà, à terme, chaque régiment de cavalerie disposera d'une trentaine de Jaguars pour son entraînement au quotidien. Donc les premiers régiments transformés seront le premier régiment étranger de cavalerie, et puis de Carpiagne, et puis le régiment d'infanterie chars de marine de Poitiers. Et donc la transformation, elle va commencer très rapidement, mais on va en reparler juste après. Voilà, donc je laisse la parole au lieutenant-colonel Da Silva, qui va rentrer davantage dans les détails. Bonjour à tous, je suis le lieutenant-colonel Geoffrey Da Silva, je travaille à la section technique de l'armée de terre. Je suis l'officier programme Jaguar. Jaguar, au sens programme, c'est une des opérations constituantes de l'ensemble de Scorpion que le colonel Sando vient d'évoquer. Je vous propose d'abord de partir de la genèse du projet. En 2009, où, dans le cadre de ce programme Scorpion, qui était juste naissant, l'armée de terre s'est positionnée et a commencé à imaginer sur ce que devait être son futur engin médian, qui sera donc la cheville ouvrière de ces unités. Pour cela, elle avait défini 4 points, qui étaient la mobilité opérative, la souplesse d'emploi, ce qui induisait à la fois une bonne mobilité technique, des capacités de franchissement, mais également une projectabilité intra-théâtre, ce qui dimensionnait déjà le véhicule, l'engin final, et une puissance de feu lui permettant, à minima, de détruire des véhicules d'infanterie adverse et de neutraliser les chars adverses
avec, et c'était quelque chose de très dimensionnant, la capacité à combattre à la fois en ville et en milieu montagneux. Et enfin, une protection, un niveau de protection qui soit crédible par rapport aux menaces qui étaient révélées. Partant de ça, la Direction générale de l'armement, elle a fait le point sur à la fois l'existant et ce qui peut potentiellement arriver par la suite. Elle a donc étudié, une vingtaine d'études amont avaient été menées, des études technico-opérationnelles sur des sous-ensembles, et ce qui lui a permis déjà d'établir des architectures possibles pour répondre aux besoins des forces armées. Des architectures très différentes. Par exemple, elle a dit, en fonction de vos besoins, on pourrait partir sur du chenillé, du véhicule à roues, 6-6 ou 8-8. En termes de tourelles, les systèmes d'armes, un système d'armes unique sur lequel on bâtit une tourelle, celle-ci pourrait être habitée ou téléopérée. Également, des solutions de protection en termes de blindage, d'une seule composante ou avec des kits additionnels. Et à partir de là, ces solutions ont été évaluées en utilisant plein de critères. Déjà, bien sûr, la réponse aux besoins opérationnels des forces, mais également des choses plus techniques comme le coût à l'utilisation, le coût à l'acquisition, la facilité de soutenir ce matériel dans un milieu opérationnel ou sur la durée, les opportunités de travailler en coopération internationale, donc si on partait sur un projet typiquement français ou à développer à plusieurs alliés, et le tout dans une idée de cohérence, puisque Jaguar n'est qu'une opération constituante de Scorpion, et que cette notion de pouvoir fonctionner avec l'ensemble de la bulle Scorpion était alors très importante. Donc, de 4 architectures, on est passé à 2, on a continué discussion force DGA avant d'arriver à ce qui a été l'architecture de référence d'un véhicule 6-6 disposant d'une tourelle habitée qui combinait un système d'armes principal avec un canon médian de 40 mm avec un missile à côté et un tourello téléopéré. Pour la suite, partant de cette architecture de référence, on a commencé à faire le développement et la production. Et cela, il y avait plusieurs contraintes qui ont émergé. Déjà, d'un point de vue industriel, le montage industriel, c'est un GME. On a parlé de 3 industriels principaux, mais également d'autres industriels à un niveau en dessous. Je pars juste sur la tourelle, par exemple, il y a des composants électroniques dans les moyens d'observation qui sont fournis par Safran, la mitrailleuse fournie par FNR-Stahl, le canon par CTAI, le missile par MBDA. C'est autant ensuite de coordination entre industriels qui doivent être menées, et ça ne facilite pas le développement. Il y avait également la cohérence Scorpion, on en a déjà parlé, puisque Scorpion c'était un ensemble de programmes à peu près lancés en même temps et qui avançaient chacun le rythme. À chaque développement et nouvelle étape franchie par une des opérations constituantes, il fallait naturellement vérifier qu'elle n'impactait pas les autres opérations constituantes à côté. Donc un besoin accru de cohérence interprogramme avec, on va dire, une adhérence toute particulière avec le programme Griffon, puisque c'est une grosse opération qui est l'engin blindé multirôle, et celui-ci devait partager beaucoup de sous-éléments communs, donc à la fois en termes de pièces détachées, mais également de kits additionnels, de moyens pédagogiques, de solutions de soutien. Également, dans les difficultés, ce qui rendait le sujet plus complexe, c'est que la solution retenue ne s'appuyait sur aucune composante qui était déjà existante. Donc il fallait recréer un châssis ex nihilo, une tourelle totalement novatrice avec une solution missile canon qui n'avait pas été adoptée dans les unités terrestres depuis la MX-13 SS-11. Donc on était déjà il y a une cinquantaine d'années. Donc tout ceci a pris du temps. Donc depuis 2014, où les forces armées ont redéfini au regard de la définition adoptée son besoin militaire, et puis ce travail à 3, où nous exprimons, les forces expriment leurs besoins, la direction générale de l'armement traduit ce besoin en données techniques, l'industriel développe et produit un équipement qui répond à ces données techniques, la DGA vérifie l'aspect sécuritaire et on va dire, la parfaite concordance avec les données techniques, et in fine, les forces vérifient que ça correspondait bien aux besoins qu'elles ont initiés au début.
Ce travail est assez long et fastidieux, c'est pour ça qu'au fur et à mesure du projet, on a commencé même à rapprocher ces intervenants pour qu'ils travaillent ensemble, pour réduire les temps d'échange de discussion, ce qu'on appelle un travail au plateau, qui est maintenant ce qui est le plus recherché dans les opérations d'armement, dans les développements de ce type de programme. Travailler main dans la main avec à la fois l'industriel et la DGA. Ceci donc a amené entre 2014 et 2021 à la production de sous-ensembles, l'intégration de ces sous-ensembles pour arriver à des prototypes qui ont été soumis donc aux forces pour utilisation, qu'on pu déjà fournir des premiers retours d'expérience, des évolutions, pour arriver en 2021 à ces 20 premiers engins. Et ce n'est pas pour autant que le travail s'arrête là, puisque ce travail à 3 va se poursuivre pendant toute la durée de vie du programme. Dans un avenir proche, nous allons, suite aux toutes premières formations, transformations, utilisations, intégrer le retour d'expérience utilisateur pour modifier ce qui est encore modifiable. Le colonel Sando a parlé aussi d'une démarche incrémentale pour la technologie. Il y a des choses qui équiperont le Jaguar qui ne sont pas encore disponibles. Mais on travaille déjà à leur parfaite intégration et s'assurer une fois qu'elles sont intégrées que cela ne va pas réduire le niveau de performance atteint par l'engin. Et ceci avec un jalon principal, un objectif qui est pour nous cette BIA 23, donc Brigade Interarmes 2023, qui doit être le moment où le Jaguar sera projetable, considéré comme pouvant participer à une opération extérieure. Ce travail poursuivra, comme je l'ai dit, sur l'ensemble de la durée de vie de l'engin, puisqu'à peu près d'ici, arrivé à sa mi-vie, on va commencer à traiter les obsolescences des composants les plus anciens, leur remplacement, et toujours intégrer les nouvelles technologies et les besoins qui viendront de ces utilisations opérationnelles en OPEX, ce retour d'expérience qui est une de nos bases principales de travail à la section technique de l'armée de terre. Cela est un défi parmi d'autres. Celui de la transformation est également très important puisqu'il faut maintenant que les utilisateurs qui travaillaient avant sur des engins d'ancienne génération s'approprient cet engin, le Jaguar, qui est hautement technologique et hautement complexe. Ce travail va reposer sur les épaules du premier RCA. Et pour vous en parler, je cède la parole au lieutenant-colonel Bertrand. Monsieur le porte-parole, mesdames, messieurs, donc je suis le lieutenant-colonel Bigot, chef du centre de formation et de perception Interarmes. Je vous souhaite la bienvenue sur le camp de Canjuers. Centre qui est en charge de la formation des pilotes et des tireurs des engins de l'armée de terre, principalement de l'arme de l'infanterie et de la cavalerie. Donc le centre, appuyé par le 4e escadron, l'un des escadrons du 1er RCA, dispose d'instructeurs, de moniteurs et d'aide-moniteurs qui sont de vrais experts de l'emploi de ces engins. Alors ce sont principalement des cadres qui sont issus des régiments des forces, forts de leur expérience, de leur culture opérationnelle, et qui développent leurs compétences pédagogiques et techniques au sein du 1er RCA, pour délivrer bien entendu une formation qualitative, et ainsi fournir au régiment des forces les soldats dont ils ont besoin pour s'engager en opération extérieure. Alors depuis la livraison du char Leclerc en 1993, le CFPIA est le centre qui participe avec la STAT, la DGA et les industriels à l'ensemble des étapes nécessaires à l'emploi in fine de ces nouveaux engins par les régiments des forces. Donc c'est bien cette expertise développée maintenant depuis quasiment 30 ans qui nous permet d'appréhender au mieux l'arrivée du Jaguar avec pragmatisme et détermination face aux enjeux qui se présentent à nous. Suivante. Alors pour parler un peu plus précisément du centre de formation et de perception unique, l'une de nos missions pour ce CFPU, que ce soit pour le Griffon ou le Jaguar, est bien de mener des opérations techniques, administratives et logistiques qui nous permettent in fine de faire entrer ces engins dans le patrimoine de l'armée de terre. Dans un second temps, on va mener un certain nombre de vérifications, dites vérifications de bon fonctionnement, qu'elles soient statiques, dynamiques ou de tir, ou du système d'information précédemment présenté, le SICES, qui va permettre d'intégrer l'engin dans la fameuse bulle Scorpion. La finalité restant de les faire percevoir au régiment des forces, on est en charge de cette perception pour leur appropriation, leur entraînement, avant bien entendu leur engagement en opération extérieure, comme par exemple le 3e RUMA et leur Griffon en BSS. Suivante.
Alors le second volet, tout aussi important et essentiel, qui repose sur la compétence que l'on aura pu acquérir par le biais de la formation délivrée par l'industriel et que l'on aura développé par le biais d'entraînement et d'appropriation de l'engin, consiste en la transformation des escadrons de l'arme blindée cavalerie. Alors ces transformations vont débuter en mai 2022, donc pour le premier régiment étranger de cavalerie, et va se poursuivre sur environ 7 ans pour les 7 régiments qui sont prévus d'en être dotés. Chaque séquence de transformation va se dérouler sur 6 semaines, avec une première séquence dite de formation individuelle pour les chefs d'engin, les pilotes et les tireurs, séquence qui va durer à peu près 4 semaines, qui va se clôturer par une deuxième séquence, une séquence de formation collective, et cette deuxième séquence, le point d'orgue étant le tir, qui sera en dernière semaine de transformation. Suivante. Alors pour réaliser ces formations, vous avez face à vous un panel d'outils pédagogiques, de simulateurs, qui vont nous aider à transformer ces unités, mais qui vont aussi leur servir à s'entraîner ou nous-mêmes pour les contrôler ultérieurement. Donc ces simulateurs sont principalement simulateurs pour l'entraînement pour l'équipage en tourelle, c'est-à-dire le tireur et le chef d'engin, que ce soit le simulateur d'entraînement du peloton, donc le CEP, le TTP que vous avez en bas à gauche, qui sera principalement déployé dans les régiments. Donc ces deux outils que l'on aura sur Camp Juers vont vous permettre de former les chefs d'engin et les tireurs. Un autre binôme d'outils, donc le CIEP, le simulateur d'entraînement pilotage, qui va nous permettre de former nos pilotes, leur permettre d'acquérir les différentes compétences, et cet outil sera utilisé en parallèle avec un véhicule école qui est un Jaguar dans lequel vous n'avez pas de tourelle. La tourelle sera remplacée par un kiosque permettant d'accueillir le poste instructeur, et donc le binôme de ces deux outils permettra en toute sécurité de former les futurs pilotes Jaguar. Enfin, le kit pédagogique Canon de 40 est un outil complémentaire aux deux simulateurs que j'ai présentés au tout début, qui vont permettre aux chefs d'engin et aux tireurs d'acquérir les connaissances et les compétences pour utiliser les différentes fonctionnalités de la tourelle. Suivante. Donc les régiments ainsi transformés Jaguar ne passeront pas les portes du premier RCA sans revenir. En effet, au-delà de l'accompagnement que le CFPIA va leur fournir tout au long de leur appropriation Jaguar, le régiment va aussi les contrôler au tir grâce au centre d'entraînement au tir interarmes sur des séquences d'environ 3 semaines, les préparer et les contrôler au sein du DAO avant leur projection sur un théâtre d'opération extérieure. On pourra aussi leur mettre à profit un certain nombre de moyens, que ce soit des engins par le biais du parc d'entraînement Provence ou de terrain sur la totalité du camp qui fait environ 350 km². Je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions sur la partie, bien entendu, formation, mais aussi on pourra attendre les différents ateliers qui vous permettront de voir in situ le Jaguar, et puis les différents formateurs ou équipages pourront aussi répondre aux diverses questions. Oui, bonjour mon colonel, merci de cette présentation. J'ai une question, mais qui est un peu aux frontières de ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui est au premier RCA. Vous avez une installation qui permet aussi de préparer aux opérations, notamment au Mali, le DAOA. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Merci. Mon colonel, vous voulez... Oui, le premier RCA contient 4 centres principaux pour ses missions. Le CFPIA est commandé par le lieutenant-colonel Bigot, ici présent. Le DAO, le détachement d'adaptation opérationnelle, est commandé aussi par un lieutenant-colonel. Et c'est lui qui est en charge de préparer les unités qui sont déployées sur les théâtres d'opération. Dans DAO, vous avez adaptation, il s'adapte. Il a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans le cadre de l'Afghanistan. Depuis, il a évolué sur les théâtres où l'armée de terre, a été déployée. Donc il continue actuellement, effectivement, il se déploie et il prépare au déploiement au Mali.
Oui, Michel Cabiral, une petite salve de questions. Est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs de disponibilité du Jaguar en tenant compte évidemment des développements incrémentaux que vous prévoyez tout au long de la première partie de sa vie avant la modernisation? Ça, c'est une première question. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel est le degré de protection face à la menace IED? Est-ce qu'il y a des blindages particuliers ou pas? J'imagine que oui. Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes de développement comme pour le Griffon, pour le CICES, où il y avait eu pas mal de problèmes liés à Thales sur le Griffon? Et quatrième et dernière question, est-ce que les premiers Jaguars sont dotés des missiles MMP? Alors sur le volet disponibilité, je ne pourrais pas répondre à votre question. Sur les différentes parties techniques, donc le MMP comme l'a présenté le lieutenant-colonel Da Silva, c'est une des fonctions qui va venir de manière incrémentale. Il y a déjà des tirs qui ont été effectués et cette fonctionnalité devrait arriver à l'horizon de fin 2022. En ce qui concerne la protection, vous le verrez, ça vous sera présenté sur les différents ateliers. Oui, le Jaguar dispose d'une protection contre les mines et les IED. Concernant les chiffres de disponibilité, ils vont être différenciés en fonction de l'utilisation et conformes aux cibles qu'on a actuellement sur les engins. C'est à peu près 70% en métropole et arriver au maximum lorsque l'engin est en projection. Donc ce qui n'est pas encore le cas. Donc il n'y a pas d'objectif, d'études très précises sur la partie projection, puisque la soutenabilité en opération est quelque chose qui va continuer à se développer sur les 2 prochaines années, avant d'arriver à cette étape de la BIA 23. Concernant la protection aux IED, ça faisait partie donc des exigences qui étaient formulées dès 2009, le niveau de protection crédible et qui était en miroir par rapport à ce qui avait été observé dans les opérations, même pas forcément françaises, mais d'autres armées, donc avec les enseignements de Grozny, de Fallujah et autres. Donc, des protections contre les missiles légers, les roquettes légères anti-chars, et effectivement protection anti-mine et par IED. Et cela passe par la conception même de l'engin à l'origine, l'architecture du dessous de caisse avec des points durs, on va dire réfléchissants, qui permettent d'orienter les souffles sur l'extérieur et non pas de laisser le souffle continuer vers le haut et de faire décrocher l'ensemble des équipements à l'intérieur qui impacterait l'équipage. C'est donc cette conception qui est la meilleure protection contre les IED au-delà d'un niveau d'épaisseur de blindage. Les niveaux de protection sont c'est des références au temps là, qui donnent un chiffre équivalent et ces informations ne sont pas diffusables. Alors, concernant les difficultés éventuelles de développement, sans rentrer pour autant dans le détail, comme tout programme moderne qui apporte des technologies de rupture et sur un temps extrêmement court, comme on l'a dit, la première expression de besoin elle date de 2014. Pour le Griffon, l'arrivée dans les forces, 2019, c'est extrêmement court sur un temps de programme d'armement. Pour le Jaguar, donc arrivé fin 2021 dans la livraison des premiers Jaguars, avec un objet qui technologiquement est extrêmement complexe. Et donc effectivement, il y a eu comme dans tous les programmes, on rencontre parfois des situations un peu plus complexes auxquelles il faut s'adapter rapidement. Donc il a été décidé d'avoir des standards pour le Jaguar, de façon à avoir différents stades qui permettent, et donc le standard actuel permet la transformation des régiments, l'entraînement et voilà, sur des missions simples, notamment de mobilité et puis de tir simple, de pouvoir commencer à transformer l'armée de terre de façon à arriver sur une version qui sera à maturité en 2022 et sur laquelle on pourra s'entraîner en vue de la projection pour la BIA 2023. Voilà, donc mais comme la démarche Scorpion, j'ai dit, c'est une démarche incrémentale par standard. Voilà, donc là on est sur un premier standard. Il y aura d'autres standards qui permettront d'amener vers la pleine capacité des engins. L'ordre de grandeur du programme, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc voilà. Ouais, le programme Scorpion, c'est 10 milliards, je crois, de tête, à peu près, un peu plus. Et circonscrit au Jaguar, c'est à peu près 2 milliards. Bon, là-dedans, il y a du développement, il y a de la production, il y a du soutien. Voilà. Merci.
Alors, 3 questions. Premièrement... vous pouvez vous présenter, pardon. Ah oui, pardon, James Defense, Amal Kotlarski, voilà, excusez-moi. Merci. Est-ce que vous êtes capable de nous préciser certains éléments qui ont mené à la décision de choisir une tourelle habitée comparée à une tourelle téléopérée, c'est un peu un débat dans le monde du design des véhicules blindés en ce moment. Deuxièmement, on a parlé des nouveaux standards et des évolutions du système. Est-ce qu'il est prévu à ce stade d'intégrer potentiellement la capacité du système Linkeus qui a été testé par MBDA l'année dernière avec le missile MMP qui permet de faire un tir endless ou tir au-delà de la vue directe? Est-ce que cette capacité est envisagée à intégrer pour le véhicule Jaguar? Et la troisième question, c'est est-ce que vous pourrez préciser le nombre exact d'engins par escadron dans un régiment de l'armée de terre de cavalerie légère? Merci. Oui, merci pour vos questions. Donc, concernant l'utilisation du MMP, en fait, savoir ce qu'on appelle Linkeus. Linkeus, c'est comment on effectue un tir sur coordonnées avec des moyens d'utilisation qui peuvent être téléopérés. Sur la partie Jaguar, il n'y a pas intrinsèquement dans le Jaguar de moyens d'observation qui vont être téléopérés. Par contre, il y aura, lorsque le dernier niveau de développement de la capacité MMP sera développé, donc pour la BA23, la capacité à désigner un objectif, pas visuellement, mais par ses coordonnées. Donc ce qui va être compatible avec l'observation de la cible par quelque chose de distant, l'envoi de coordonnées au véhicule, à l'engin, et l'engin qui va pouvoir tirer son missile en direction de ces coordonnées-là. Concernant la tourelle habitée, c'était pas simplement sur l'architecture dont on parlait, quand on définit voilà, les contraintes par rapport à la forme qu'on veut donner au châssis par ces contraintes de protection, de largeur de châssis, etc. Ça a paru comme étant, on va dire, un des premiers contraintes qui faisait basculer vers la tourelle habitée. Et ensuite, parce que la tourelle téléopérée, le degré de maturité à ce moment-là, donc 2012-2013, n'était pas jugé suffisant. On prenait beaucoup de risques. Il y avait déjà des risques mesurés pris sur le canon 40, qui était une nouveauté, les munitions téléopérées qui arrivent perpendiculairement au canon et non pas dans l'axe du canon. Il y avait déjà beaucoup de petits risques techniques qui étaient pris, et la tourelle téléopérée était un risque supplémentaire à ce moment-là. Merci encore au colonel de Mongex pour son accueil. Je voudrais juste vous signaler à vous partiez qu'on a d'autres points presse délocalisés dans le viseur, c'est le cas de le dire. On vous amène, c'était une demande de certains d'entre vous, dans un atelier industriel aéronautique à Cuers le 9 mars, et on ira au sein de la Marine nationale à Brest le 17 mars. Donc vous pouvez déjà noter ces 2 dates dans vos tablettes.